Euh, bon, ben, je vous ai déjà tous salués, j'ai déjà dit bonjour, donc je ne vais pas le répéter. Merci de me consacrer ce temps aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment prévu de slide me présentant car je pensais que ce n'est pas le plus important ici et puis je traîne déjà depuis tellement d'années dans le programme que normalement on devait déjà me connaître par certains aspects. Je vais simplement me contenter de rappeler qu'il y a d'importantes motivations personnelles à la thèse. D'abord, je baigne dans l'assurance depuis 35 ans et j'y ai occupé plusieurs fonctions avec comme fil conducteur, je vais dire, ma passion des maths et de l'informatique que j'ai pu exprimer alors à travers l'actuariat. Ce qu'il y a, c'est que je trouve l'époque actuelle très excitante pour le secteur de l'assurance parce qu'elle remet vraiment en question les modes de fonctionnement, disons, monolithiques. Par ailleurs, j'ai développé un certain goût pour l'étude et l'analyse. Bon, ça vient aussi de mon métier d'actuaire. Et en dernier point, surtout, j'ai personnellement investi dans une société qui s'occupe d'intermédiation, ce qui fait de moi aussi un élément du problème, comme vous allez le voir. Alors, le contexte, je vais dire, initial d'ordre général, c'est qu'à l'instar d'autres secteurs, celui de l'assurance est concerné aussi par la transformation digitale, qui serait révélatrice de nombreux changements en cours, par exemple sur le plan des produits et des services d'assurance, ou des formes actuelles d'intermédiation, ou encore, et ce n'est pas le moindre, des contraintes réglementaires. Alors, ces transformations, ça génère l'attention chez tous les opérateurs du secteur, ce qui m'a suffisamment interpellé pour en faire un motif de thèse. Alors, j'ai décidé de me focaliser sur le point de vue de l'intermédiaire, parce que contrairement à d'autres professions d'intermédiation, ils ont pu observer les effets de la transformation digitale avant d'être eux-mêmes touchés par celle-ci. Par exemple, beaucoup d'entre eux ont pris l'habitude de se passer des services dans un intermédiaire pour leur réservation de voyage. Alors, je me suis donc dit qu'ils devraient s'interroger sur leur propre avenir et s'adapter en conséquence. En plus, il y avait un certain nombre de lectures que j'avais faites qui évoquaient un stress engendré par les changements contemporains et qui étaient confirmés par des symptômes que j'avais observés dans mon entourage professionnel, puisque, comme je l'ai dit, j'étais aussi actionnaire d'une société d'intermédiation. Alors, mon unité d'analyse, c'est le petit courtier. Alors, simplement au sens qui n'emploie pas plus de 10 personnes, en fait, et qui sont membres d'une association professionnelle, ceci dans le but de pouvoir observer des comportements à la fois individuels, donc au niveau du courtier lui-même, et au niveau des associations. Alors, je me suis limité au marché belge et luxembourgeois de l'assurance, parce que tout simplement, je les connais bien. Maintenant, il faut savoir que le fait de travailler sur deux marchés, ça complique un peu les choses sur le plan statistique, notamment parce que les tailles sont très différentes entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi que les modes de distribution. Par exemple, quand il s'agit de travailler avec des intermédiaires, la Belgique elle privilégie plutôt le courtage, alors que le Luxembourg travaille plutôt avec des agents exclusifs. On retrouve les deux formes des deux côtés, mais voilà, il y a des composantes plus majoritaires. En outre, il faut savoir qu'il y a très peu d'informations qui concernent le profil des courtiers, ce qui m'amène d'ailleurs à dire que j'ai finalement travaillé avec un échantillon de convenance. C'est ceux qui étaient intéressés par mathématiques et je n'avais pas de caractéristiques d'âge, d'études ou de carrière pour ne citer que ces exemples. Bien sûr, je me suis renseigné auprès d'eux, mais je veux dire, il n'y a pas de base statistique qui permette de caractériser de manière plus précise. En ce qui concerne la problématique, ce qui m'intéressait donc, c'était de voir comment les petits courtiers font face aux changements induits par la transformation digitale du secteur, dont a priori les conséquences sont assez difficiles à appréhender. J'ai dû délimiter le paysage de la recherche sur le plan théorique, tout d'abord parce que je me suis aperçu que des entités comme le petit courtier, ça ne semblait pas vraiment susciter l'intérêt des chercheurs, y compris dans le secteur de l'assurance. Donc, je me suis assez vite dirigé vers une littérature plus générique qui était dédiée aux petites et très petites entreprises. Et j'ai ainsi pu d'ailleurs observer de nombreuses similitudes avec le mode de fonctionnement du petit courtier, ce qui m'a d'ailleurs conduit à un résultat secondaire dans la thèse. Alors, appréhender la question de la transformation digitale s'est avéré assez ardu également, tant on a écrit sur le sujet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai croisé des auteurs provenant de différents horizons, chercheurs en informatique, même un géographe, philosophe, auteur en gestion, afin d'essayer de voir s'il y avait quelques éléments transversaux qui émergeaient. Et ces deux constats, finalement, transformation digitale et petite entreprise, m'ont amené à penser que j'étais face à deux objets de recherche, donc justement la petite entreprise tout d'abord, et dont la littérature en plus conduit à poser qu'on peut l'appréhender à travers l'étude de son dirigeant.
Et alors, les technologies digitales et surtout leur aspect disruptif ensuite. Ce qui veut dire que ça débouchait sur une entrée en tension entre les deux. J'en ai donc conclu que ce que j'ai étudié au fond, c'était comment la petite entreprise s'adaptait à l'émergence des technologies digitales, mais à travers le regard posé par son dirigeant sur ces mêmes technologies. Alors, dans la suite, pour abréger, je me permettrai d'utiliser des abréviations que j'avais déjà définies dans le texte. Donc, les TPE pour les petites entreprises, les TD pour les technologies digitales et TI ou TIC, selon le cas, pour les technologies informatiques et de communication. Alors, en ce qui concerne le positionnement de la recherche dans la littérature, je dirais que ça a été réalisé à travers trois focalisations successives. D'abord, la théorie de la contingence structurelle. D'ailleurs, à titre anecdotique, je dirais que je m'y suis retrouvé en terrain familier parce que j'y perçois un peu comme une vision mathématique du monde. En fait, le comportement d'une organisation serait gouverné par une fonction de ses variables environnementales. Alors, dans ce champ de recherche, je me suis encore un peu plus concentré en travaillant sur la variable externe plus spécifique des technologies qui sont disponibles en matière informatique. Et enfin, j'ai réalisé une dernière focalisation sur la phase plus spécifique d'adoption des technologies, parce que je ne m'intéressais pas à une en particulier, mais plutôt à un ensemble, en fait. La question soulevée étant de savoir s'il faut les utiliser pour faire fonctionner l'activité. Et c'est ainsi que j'ai pu m'apercevoir finalement de l'existence d'une zone vierge avec très peu de références lorsqu'on s'intéresse plus spécifiquement à l'adoption d'éthique par les TPE et surtout en particulier quand j'examine à travers les yeux du dirigeant de la TPE. Alors, en ce qui concerne le cadre conceptuel, ben, ça me semblait s'imposer. J'ai parlé de stress, j'ai parlé de tension tout à l'heure, et ça ressortait d'ailleurs de certains éléments d'enquête que j'avais réalisés. Je vais en parler un peu plus en détail après. Donc, l'angle de vue que j'ai choisi d'explorer, c'est celui de la théorie du coping, qui est issue de la psychologie, et qui vise en fait à caractériser le processus d'adaptation des individus face à des événements qui sont générateurs de stress. Et en réalité, je vais avoir recours plus particulièrement à un modèle que j'abrégerai pour le moment dans CMUA, qui transpose en fait ce concept de coping, mais dans un cadre spécifique de l'adaptation des individus, mais cette fois-ci un changement technologique de type TIC, donc, généralement, qui serait survenu dans l'environnement de travail. Donc là, il y a encore aussi une focalisation qui apparaît à ce niveau-là. Alors, j'ai mis ici un diagramme heuristique qui indique en fait certaines connexions que j'ai établies entre des champs de littérature. Alors, je l'ai fait parce que je les trouvais assez éloignés les uns des autres, finalement, et c'est un peu ça qui m'a conforté dans l'idée qu'une approche dans le CMUA pourrait être pertinente. Alors, dans la région centrale, en fait, ce sont des constats qui sont opérés dans la littérature spécifique sur le CMUA. Et sur l'extérieur, ce sont d'autres constats qui concernent plutôt la littérature et l'adoption des technologies informatiques dans les TPE. Donc, on est en principe dans deux domaines relativement éloignés l'un de l'autre. Alors, j'ai ici trois exemples. Si on note Van Katesh, donc au niveau CMUA, qui remarque que l'expérience antérieure avec une technologie va influencer le regard porté sur une nouvelle technologie. Et ça, je le rapproche d'un autre constat de Favre, Bonté et Tran, qui lie, eux, la peur du changement et le manque d'expertise avec un faible niveau d'utilisation d'éthique. Alors, Baudry et Personnot, justement ceux qui ont proposé le modèle CMUA, eux expliquent le caractère plus ou moins menaçant d'une nouvelle technologie par son adéquation aux tâches. Et là, c'est un constat que j'associe au même auteur que celui que j'ai cité auparavant dans le domaine des TPE, qui disent qu'il y a un lien qui est élaboré par le patron de la TPE entre les bénéfices perçus d'éthique et leur adoption. Et enfin, Fadel et Brown, qui montrent que la performance attendue, l'influence sociale et le degré de croyance de l'utilisateur en une structure qui soit capable de l'aider ont des effets sur son évaluation. Je relis ça avec Julien Trémembert, qui lui relève que l'adoption par une TPE de technologie informatique est facilitée si son dirigeant sait qu'il pourra obtenir de l'aide de la part de son réseau social de manière générale.
Alors, il y a eu plusieurs étapes dans le processus de collecte de données. Donc, dans une première phase, une écoute de terrain qui était essentiellement exploratoire, qui comportait des entretiens avec 5 experts du secteur en général. Il faut noter qu'ils ont été aussi complétés par des observations de certains participants et également des échanges avec eux lors de 7 conférences sur le sujet de la transformation digitale, toujours dans le secteur de l'assurance. Ensuite, il y a eu une enquête auprès d'une population, et je dirais une première phase d'enquête auprès d'une population de petits courtiers qui ont accepté de se prêter aux jeux d'entretien semi-directifs qui ont été pratiqués sur le mode conversationnel. Alors, j'insiste sur le mode conversationnel parce que ça a généré pas mal de digressions par rapport à mes thèmes d'enquête, mais je me suis dit que le bénéfice apparaîtrait lors de l'analyse. Alors, dans une phase intermédiaire, j'ai également pratiqué un focus group auprès d'une des 2 associations professionnelles, donc la luxembourgeoise ici, la seconde n'ayant pas marqué d'intérêt. Et j'ai ainsi pu enregistrer les interactions entre 15 petits courtiers qui réagissaient après la présentation de mon état d'avancement à ce moment-là. Et j'ai complété alors encore avec un certain nombre de petits courtiers, un petit nombre ici, toujours sur le principe d'entretien semi-directif. Alors, si je tiens compte de ces entretiens exploratoires, des interviews, du focus group, donc j'en suis à peu près une trentaine de personnes interrogées, ça représente plus ou moins 20 heures d'enregistrement qui ont été intégralement transcrites par une société spécialisée. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait et ça a aussi son importance dans le traitement. Alors, je parle de la transcription. Donc, le traitement de ce matériel qui représentait plusieurs centaines de pages a comporté plusieurs facettes, un peu la lecture flottante, je veux dire, dans un premier temps, des esquisses de codage raisonnables, pour finir par une thématisation et une identification de 201 verbatim pertinents qui ont été sélectionnés essentiellement à partir de mots-clés. Et ce sont en fait ces 201 verbatim qui ont ensuite été codés en utilisant le CMU1 comme grille de lecture. Alors je vous ai mis ici, bon, d'un point de vue statistique, je ne sais pas si on peut vraiment parler de significativité, enfin si, je suis sûr qu'on ne peut pas parler ici de significativité, mais je trouvais quand même intéressant d'indiquer par ce graphique comment se distribuent justement les 201 verbatim en regard du codage par le CMUA. Alors je rappelle que le modèle en question classe les stratégies d'adaptation en fonction d'une part des évaluations primaires et secondaires qui sont effectuées par un individu face à un événement informatique stressant, ce qui détermine 4 catégories au total, parce que chacune des évaluations, que ce soit la primaire ou la secondaire, possède 2 modalités. Alors, il y a d'abord l'appréciation primaire. En fait, ça renvoie aux perceptions de l'individu de cet événement informatique et qu'il peut voir soit comme opportunité. Alors, j'ai mis là, pour avoir un langage commun dans le graphique, j'ai associé à ça à quelque chose de positif, soit un regard menaçant, et là, j'associe à quelque chose de négatif. Ça me permet, alors, en utilisant le même langage positif, négatif et neutre, de tout mettre sur le même graphique. Ensuite, l'appréciation secondaire, elle fait référence plutôt aux options que l'individu pense avoir en termes de contrôle sur cet événement-là. Alors là, il y a 2 modalités. C'est soit un fort contrôle, j'y associe le qualificatif positif, soit un faible. Alors on voit ici qu'il y a une légère prédominance du fort contrôle, mais en fait, il ne faut pas uniquement se fier à ces chiffres au niveau des verbatim, mais aussi regarder la population des émetteurs. Et là, on voit par exemple que sur la trentaine des courtiers interviewés, il n'y en a que 7 qui sont concernés par la vision faible contrôle, du moins au niveau des verbatim relevés. Et alors, le reste des verbatim, donc il y en a près de 65%, 130, je crois, qui constituent des stratégies d'adaptation à proprement parler. Donc là, je ne vais pas utiliser les qualificatifs positifs, négatifs, parce que je rentrerai un peu plus dans le détail par après. Et il y a un certain nombre de constats qui renvoient à la notion de résultat dans les auteurs de CMU1, c'est-à-dire ce sont des avis que les émetteurs émettent concernant justement l'usage de la nouvelle technologie informatique. Alors, il y en a assez peu ici, parce que je suis face à quelque chose de nouveau. Du moins, les courtiers sont face à quelque chose de nouveau. Alors, on voit bien ici la combinaison entre les 2 modalités respectives, justement, des évaluations primaires d'une part et secondaires d'autre part, qui donc déterminent au final 4 types de stratégies d'adaptation.
Alors, le temps imparti ne va pas vraiment me permettre de développer ces stratégies dans la présentation. Elles sont de toute façon détaillées dans la thèse. Mais l'important ici, c'est de voir que j'obtiens en quelque sorte une validation de l'emploi du CMUA dans ce contexte particulier et aussi l'identification d'étiquettes précises sur les comportements adaptés par les petits courtiers qui ouvraient la porte à plusieurs recommandations managériales. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que initialement, mon idée, c'était d'utiliser le CMUA simplement comme grille de lecture. Donc, j'ai identifié à partir des 130, plus ou moins 130 verbatim qui relevaient des stratégies. J'en ai identifié 7 modèles, sans faire de référence aux 4 catégories conceptuelles qui sont prévues par le CMUA. Mais ce qui s'est révélé intéressant dans un second temps, c'est justement de m'apercevoir que mes 7 stratégies à moi s'inscrivaient très bien dans ce moule des 4 catégories, alors qu'a priori, il n'y avait pas vraiment de raison que ce soit le cas, tant les conditions d'utilisation étaient éloignées de celles du modèle initial. Alors, j'ai ici aussi, même chose, peu de significativité des chiffres collectés, mais ça permet quand même en même temps d'indiquer un certain nombre de choses. Donc, vous avez ici la répartition au niveau des verbatim, encore une fois, des stratégies sur les différents courtiers qui ont été interviewés. Sauf que j'ai regroupé ensemble ceux du focus parce que là, on n'est pas parvenu à les individualiser. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est la manière dont elles se répartissent, justement, ces stratégies sur l'ensemble des courtiers. Il y a plusieurs constats qui sont détaillés dans la thèse aussi, mais il y en a 2 qui sont vraiment très manifestes. C'est d'abord l'ambivalence des perceptions, à travers le caractère qui est vraiment très opposé entre 2 stratégies ici, celles qui sont les principales en nombre, ou nombre de fois où elles sont auto-répertoriées, c'est la stratégie s'approprier qui se caractérise par une vision de fort contrôle et une vision plutôt positive des technologies digitales, et à l'opposé, se rassurer qui, lui, se caractérise plutôt par un faible contrôle et une perception menaçante des technologies digitales. Bon, maintenant, vu le nombre, encore une fois, il est clair pour moi que certains des constats effectués devraient être validés à travers une étude plus large. Alors, ici non plus, je ne peux pas rentrer dans le détail puisque c'est repris dans la thèse aussi. Je me suis contenté de reprendre un schéma expliqué dans la thèse. En fait, l'idée essentielle ici, c'est l'aspect qui m'a frappé. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a une espèce de prédominance d'une vision menaçante des technologies digitales, ce qui en soi est déjà un peu perturbant en fait. En tout cas, en nombre, on a 5 variantes de stratégies menaçantes contre 2 qui sont plutôt positives, je veux dire. Et l'aspect qui m'a frappé justement dans ces 5 variantes de stratégies menaçantes ou de perception menaçante, c'est une espèce de gradation en fait. Et je suggère en fait qu'elles correspondent à des niveaux distincts de contrôle tels qu'ils sont ressentis par le petit courtier. Et ça va du courtier qui est convaincu qu'il peut trouver des alternatives de fonctionnement efficaces aux technologies digitales à celui qui considère qu'il ne maîtrise absolument pas le phénomène et qu'à terme, ça pourrait même signifier la disparition de son métier. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reflète la transition progressive de stratégies qui visent à la gestion de l'événement en tant que tel vers des stratégies qui sont plutôt orientées vers l'individu. Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est prévu également dans le modèle CMUA aussi. Donc voilà, une confirmation supplémentaire à ce titre-là. Alors, j'ai synthétisé ici aussi d'autres résultats. Donc, la confirmation de l'applicabilité du CMUA. Donc, ça a pertinent, je dirais, comme grille de lecture des comportements d'adoption des technologies digitales. Et en identifiant ceux qui peuvent potentiellement surgir, ça donne le moyen de travailler dessus et d'agir sur l'adoption des TD. Alors, un regard plus précis peut-être sur la perception des technologies digitales par le petit courtier. On voit notamment qu'elles apparaissent encore peu tangibles pour lui et qu'elles sont souvent confondues avec l'usage de l'informatique. Compliquées par la présence de technostress, ça pourrait même conduire à une réduction de leur adoption. Enfin, il y a une ambivalence des perceptions, on l'a vu dans ce que je vous ai montré ici, qui mériterait certainement d'être investiguée. J'en tire quelques recommandations dans le cadre de divers partenariats que j'ai commencé à développer. La nécessité d'abord de concrétiser l'apport des technologies digitales auprès du patron de TPE qui a plutôt tendance à se focaliser sur le usage immédiat.
Alors, l'importance aussi d'un accompagnement du dirigeant de TPE, tant sur le plan des connaissances que sur celui des rapports, je veux dire, plus psychologiques qu'il entretient avec. Et le développement d'un concept de conseil extérieur mutualisé dans ce domaine, afin de leur donner accès, parce qu'ils ont par essence des budgets plus réduits. Alors, en ce qui concerne les limites et les perspectives, donc il y a évidemment la composition de mon échantillon de courtiers. Moi, par exemple, j'aurais aimé entendre des avis de courtiers qui se présentaient comme digitaux ou de ceux perçus par les interviewés comme totalement réfractaires à la technologie. J'ai eu malheureusement ni l'un ni l'autre. Ensuite, face au volume de données textuelles provenant des transcriptions, on peut s'interroger quant à la pertinence de l'approche manuelle que j'ai suivie plutôt qu'automatique. Donc là, il y a une perspective de recherche. Par ailleurs, je reste interrogatif encore au stade actuel concernant l'extension des résultats à d'autres TPE. Ça tient plus au profil du courtier. J'espère qu'à travers les partenariats que j'ai d'abord, ça me permettra de dégager autre chose. Et selon moi, il y a également un gros travail intéressant à réaliser dans le même contexte qui consiste à croiser les stratégies d'adaptation avec des traits et des caractéristiques du dirigeant TPE comme identifié dans la littérature. Mais voilà. Merci pour votre attention. Maintenant, c'est moi qui vais être attentif.